Le grand débat national, eh bien c'est parti, le président de la République sera en Normandie pour le lancer, et puis eh bien, ça s'agite dans tous les partis, notamment au Rassemblement national, où Thierry Mariani a rallié, non pas le parti, mais la liste pour les européennes. Thierry Mariani, ancien ministre et qui était membre précédemment du Parti Les Républicains. Thierry Mariani, bonjour. Bonjour. Alors, vous croyez aux vertus de ce grand débat, là ? Non, très sincèrement, je suis très sceptique. Oui. Pour moi, le grand débat, il a déjà eu lieu. Il a déjà eu lieu en 2017, où il y a eu des présidentielles et des élections législatives. C'est quand même paradoxal qu'un an et demi après, par une situation inédite créée par le président de la République, on se retrouve... C'est le seul fautif ? C'est pas le seul fautif, mais c'est le principal fautif. D'accord. Donc... Voilà, je pense que bon... Et puis d'autre part, pourquoi je suis sceptique ? Parce qu'on ne sait toujours pas vraiment comment ça va être organisé. Vous allez participer à ce débat ? S'il y a une réunion dans mon quartier, oui, par curiosité. Ah bon ? Oui. Mais vous irez donner votre avis, vous irez... Pourquoi pas, mais je suis... aujourd'hui, si j'ai bien compris, l'essentiel va reposer sur les maires. Oui. Moi, j'ai été maire 18 ans. Vous êtes d'accord avec ça, d'ailleurs ? Non. C'est la réhabilitation des maires, un peu, non ? Non, parce que ce n'est pas leur rôle. Oui. Imaginez la scène. Vous êtes maire, moi j'ai été maire 18 ans. Oui. Vous avez devant vous 200 personnes qui font part de leurs doléances contre le président de la République. Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous restez comme ça, vous dites je note, vous devez répondre, débattre. Votre job, ce n'est pas de défendre le président de la République. Alors le président de la République, dans sa lettre aux Français, a dit que l'immigration avait sa place dans ce débat. Vous êtes soulagé ? D'abord, c'est bien qu'on puisse en discuter. Je note que 3 candidats au présidentiel avaient proposé notamment qu'on établisse des quotas. Aujourd'hui, Macron, qui les a écartés il y a quelque temps, commence à émettre la possibilité. Je pense qu'à un moment, il faut limiter l'immigration, oui. Et oui, mais alors ça, c'est l'immigration régulière, il y a l'immigration irrégulière. L'immigration irrégulière, par définition, il faut qu'elle la combatte. Il faut reconduire tout le monde à la frontière, enfin ceux qui ne sont pas éligibles au droit d'asile. Par définition, tous ceux qui sont là de manière irrégulière doivent retourner chez eux. Mais c'est pas facile, on le sait très bien. Alors il y a une autre phrase qui est un peu particulière, qui a été diversement appréciée, notamment par le président du Sénat. Il dit, il faudra réfléchir aux missions aussi du Sénat et du Conseil économique et social. Certains se disent, il va nous refaire le coup de Gaulle, il veut tout changer. Le Sénat, pour vous, il faut le supprimer, il faut le changer ? Non, je pense qu'il faut le maintenir. Il faut le maintenir ? D'accord. Regardez d'ailleurs dans l'affaire Benalla, heureusement qu'il y a le Sénat. Heureusement qu'il y a le Sénat parce que le Sénat a fait une vraie commission d'enquête. Ouais. À l'Assemblée nationale, présidée par une députée En Marche, c'était extrêmement limité. Comment on conclut ce débat ? Donc normalement, ça va durer 2 mois. C'est la vraie question. Est-ce que c'est un référendum à choix multiple ? Question multiple. Oui, je pense qu'en réalité, c'est la manœuvre qu'Emmanuel Macron a dans la tête, parce qu'il va bien falloir en sortir. Vous savez, je ne serais pas surpris qu'à la sortie, il y ait un référendum avec des questions où tout le monde est d'accord. Exemple, êtes-vous pour ou contre la réduction du nombre de parlementaires ? Ouais. Voilà, là, vous êtes sûr d'avoir une réponse qui est oui. Oui. Donc, ça ne servirait pas à grand-chose ? Je pense que ça ne servira pas à grand-chose. D'autre part, Benjamin Griveaux a dit très clairement qu'on ne reviendrait pas sur les mesures décidées depuis le début du quinquennat. Ouais. Donc c'est quand même un grand débat où j'ai l'impression que ça risque d'être un grand défouloir. Un changement de tête, un changement de Premier ministre ? Après les européennes, c'est probable. Marine Le Pen dit plutôt, la sagesse, c'est de changer de politique. S'il n'a pas la sagesse de se tourner à nouveau vers le peuple par une dissolution pour en appeler au jugement démocratique, alors l'arbitrage démocratique devra venir des élections européennes. Dissolution, c'est souhaitable ? Je pense qu'on est dans une telle situation, si ces manifestations continuent en quelques semaines... Ça va s'arrêter à votre avis ? Non. Je pense qu'il faudra retourner devant les urnes. Donc, dissolution ? Oui, c'est la logique des institutions. Oui. C'est pour dénouer la crise, en fait. Ben oui, quand la France est en crise, on retourne devant les électeurs, la parole au peuple. Donc on aurait des élections à la fois législatives et européennes ? Le calendrier, j'en sais rien, mais je pense sincèrement d'abord que ce grand débat est fait pour gagner du temps. Ouais. Donc si les législatives, il devait y avoir, je serais très surpris que ce soit avant les européennes. Ouais. Mais je pense qu'entre ce grand débat, entre éventuellement une manœuvre de référendum à choix multiples et puis les européennes, et puis un changement de gouvernement, le président doit rêver que tout se calme. D'accord. Oui, mais ça va être bien difficile. Des élections législatives aujourd'hui, ça voudrait dire un raz-de-marée du Rassemblement national ? Non, parce qu'avec le mode de scrutin actuel, ça voudrait dire certainement un Rassemblement national qui serait mieux représenté. Ouais. Mais à mon avis, ça donnerait des élections très incertaines. D'accord. Mais
Alors, vous êtes, justement, la proportionnelle est à l'ordre du jour aussi. Vous êtes un ancien d'un parti qui défendait les institutions gaulliennes, tout ça. Vous êtes pour de la proportionnelle? Proportionnelle intégrale, je l'ai dit à Marine Le Pen, elle accepte tout à fait cette divergence d'opinion. Personnellement, je ne suis pas pour une proportionnelle intégrale. Mais il faut introduire la proportionnelle? Aujourd'hui, il faut introduire une petite part proportionnelle. D'accord. Mais proportionnelle intégrale, ça rappelle des mauvais souvenirs. D'accord. Ça rappelle la 4e République. Oui, bon après... l'instabilité gouvernementale, voilà. quoi. Après, l'intelligence de Marine Le Pen, c'est de m'avoir pris avec 2 ou 3 divergences. Voilà. Mais sur l'Europe, il n'y a pas de divergence. Alors justement, on va parler. Donc vous avez, je l'ai dit, je l'ai précisé, vous n'êtes pas rentré au Rassemblement national, vous avez compagnon de route, on va dire, vous allez aux élections européennes. Vous avez des points de divergence avec le Rassemblement national, ce sont lesquels? Principalement, pas sur l'Europe. Sur l'Europe, j'allais dire d'accord à 100%. Sur l'Europe, à 100%. Oui, depuis. Mais attendez. Depuis Fréjus. Quelle Europe? Depuis Fréjus. C'est-à-dire une Europe, on reste dans l'Union européenne? Absolument. Et qu'on change de l'intérieur et on ne quitte pas l'euro. D'accord. Voilà, c'est très clair. Et Marine Le Pen a été très claire, notamment au discours de Fréjus, où désormais, il y a une nouvelle donne en Europe. Ce qui se passe dans tous les pays, on ne va pas les énumérer, de la Hongrie à l'Autriche, à l'Italie, bref, ce qui se passe désormais en Europe fait qu'on peut changer l'Europe de l'intérieur. C'est ça la vraie nouveauté. D'accord. Les points de divergence? Les points de divergence, principalement, effectivement, sur la proportionnelle. Moi, la proportionnelle intégrale, je trouve que c'est excessif. C'est le principal sur l'ISF, soyons là aussi clairs. Vous n'êtes pas pour le retour de l'ISF? Je pense, comme Marine Le Pen, qu'on a fait les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de supprimer... D'abord, on n'a pas supprimé totalement l'ISF. On a créé à la place, je vous rappelle, un impôt sur la fortune immobilière. Mais qui existait déjà. Hein. Qui existait déjà, mais aujourd'hui, principalement, si vous êtes par exemple propriétaire à Paris d'un appartement, vous avez des chances de payer le nouvel impôt. Je pense qu'il fallait d'abord supprimer tout ce qui concernait la résidence principale. Ensuite, assurer une justice sociale et fiscale. Et en dernier, revoir ce qui restait de l'ISF. Alors, le gouvernement a fait les choses à l'envers. D'accord. Et ça correspond bien à sa psychologie, c'est-à-dire on favorise à la limite ce qui est le nomade, les placements financiers, etc., qui, eux, ont été exonérés. Et puis, ce qui est sédentaire, on continue à le taxer. Donc, vous avez quitté le Parti des Républicains en désaccord total avec eux? Ils n'ont plus d'avenir. Il n'a plus d'avenir, ce parti. J'en sais rien. Je dis. Qu'est-ce qui achoppe? Je dis qu'aujourd'hui, il n'y a pas de stratégie et qu'on retombe dans le même scénario que ces 20 dernières années. La faute à Wauquiez? Non, pas forcément. La faute à Wauquiez, je pense qu'il manque de courage de changer sur le... Vous savez, moi je dis la droite est assignée à domicile depuis 30 ans. C'est-à-dire que depuis 30 ans, on a les figures libres, où on peut dire tous les discours énergiques qu'on veut, etc. Et le discours de Wauquiez est énergique, ne me déplaît pas. Mais... on rajoute immédiatement ce qui le rend impossible. Ah oui, mais pas d'alliance avec le Rassemblement national, pas de rapprochement avec les populistes ou je ne sais plus quel mot à la mode. Et vous étiez favorable à ça? Mais je dis qu'il n'y a pas d'autre solution. Pourquoi quasiment on n'est jamais allé au bout de notre programme? Vous connaissez la vie politique? Parce qu'à chaque fois qu'on a voulu aller assez loin, notamment sur les questions d'immigration, de sécurité, d'identité, nos alliés traditionnels, les centristes, disaient « Ah non, pas aussi loin, ah non, c'est choquant ». Or aujourd'hui, si les Républicains revenaient au pouvoir avec les mêmes alliés, on aurait les mêmes résultats. C'est-à-dire un discours très ferme avant les campagnes électorales, et puis après, on dira ah oui, mais on ne peut pas l'appliquer parce que nos alliés ne veulent pas. Si on veut appliquer le discours des Républicains d'hier ou d'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que se rapprocher de ceux qui partagent à peu près les mêmes idées. Or, je suis désolé, aujourd'hui, on voit très bien que les centristes se tournent vers Macron et n'ont aucune envie d'avoir un discours ferme sur les questions que j'évoquais. Je vous ai connu libéral. C'est compatible avec les thèses de Marine Le Pen en économie? Je suis libéral sur certains sujets, mais je pense qu'il y a quand même besoin d'un État. Je suis plutôt gaulliste que libéral. Je pense que voilà. C'est ça qui manque en fait aux Républicains aujourd'hui, c'est cette dimension gaullienne où on est à la fois avec le peuple les plus modestes et les gens de droite qui sont à quelques exceptions dans les responsables des Républicains, je pense qu'il manque cette fibre sociale aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au moment de cette opération, de ce qui se passe avec les Gilets jaunes, les Républicains se trouvent un peu déconnectés. D'accord. Alors, est-ce que vous allez accueillir des Gilets jaunes sur votre liste? Parce qu'on connaît les 12 premiers noms dont vous faites partie. Vous êtes donc le 3e. Quelques personnes qui viennent de la société civile. Monsieur Garot, ancien républicain aussi, qui est numéro 8 ou 9, je crois. Est-ce que vous allez accueillir des Gilets jaunes?
Je ne compose pas la liste, donc il faudrait poser la question à Marine Le Pen. Qui est-ce qui la compose, d'ailleurs ? C'est le bureau exécutif, je crois, les instances du D'accord. Rassemblement national. Par contre, la plupart des revendications des Gilets jaunes sont déjà portées par les idées du Rassemblement national. J'en prends qu'une. Qui, à mon avis, est peut-être la plus emblématique, qui est le référendum d'initiative citoyenne. C'est inscrit dans le programme. Il n'y a pas que le Rassemblement national qui le défendait, bien sûr. Il y a beaucoup de partis. Moi, j'avais même signé une proposition de loi en 2014 pour demander la même chose. Voilà. Je pense que s'il y a une seule réforme à retenir, c'est celle-là, parce qu'en réalité, elle les porte toutes. À partir du moment où vous faites un vrai référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire où toutes les questions peuvent être posées, dans ce cas-là, la parole est rendue au peuple. Mais on sera tout le temps en train de poser des questions au peuple, alors ? Non, mais écoutez, regardez là, la Suisse, c'est un bon exemple. La France n'est pas la Suisse. Oui, d'accord, mais on n'est pas aussi des extraterrestres par rapport à la Suisse, c'est pas si loin. On est moins disciplinés, on va dire. Le référendum n'a pas été utilisé depuis 12 ou 13 ans. Depuis 2005. Voilà, 2005, donc 13 ans ou 14 ans. 29 mai 2005, alors, bientôt 14 ans. Pourquoi ? Parce qu'on l'utilise tellement rarement qu'en réalité, quand on pose la question, les gens répondent à côté, c'est pour ou contre le gouvernement. Ouais. Si on avait un système où les référendums, je fais une hypothèse, on les regroupe tous chaque année et on pose X questions. Vous dépolitiser les référendums et quand vous avez des référendums fréquents, forcément les gens répondent aux questions. C'est ce qui se passe en Suisse. Et donc ça, c'est quelque chose qui... Je pense que c'est un bon exemple. D'accord. Vous vous entendez bien avec cette tête de liste qui est un jeune homme brillant apparemment, mais que vous connaissiez avant, mais qui est quand même très très jeune pour vous conduire tous à la bataille. Il fait le poids. Je pense qu'il fait le poids. Jordan Bardella. Bardella, voilà. En dehors des origines italiennes qui sont communes, je pense qu'il fait le poids d'abord parce que... Vous le connaissiez avant ? Oui, je l'avais déjà rencontré avant. Je l'avais déjà rencontré avant, notamment grâce à des étudiants. Il y a un mouvement qui s'appelle la Cocarde étudiante, qui regroupe des étudiants de tous les partis, parce que par moment, peut-être, ils sont plus intelligents que leurs aînés. Ils ont compris que dans les facs, face aux gauchistes, il fallait être ensemble. Et donc, je l'avais notamment rencontré grâce à la Cocarde étudiante. Il est bon. Je veux dire, il est bon, il est doué, etc. Et puis en plus, c'est vrai qu'il n'a pas un grand âge, mais il a une vraie expérience. Il est né en Seine-Saint-Denis, il a grandi en banlieue, il est élu local dans un département... Oui, il n'a pas de cuillère d'argent à la bouche, quoi. Et il est élu dans un département où on voit tous les ravages de ce dont souffre la France. Et si vous me permettez cette comparaison, je pense que être élu en Seine-Saint-Denis et y avoir vécu, ça vaut largement une expérience pour connaître la France des cabinets ministériels ou d'une banque. Ça vous fait référence au président de la République. Vous avez deviné. Vous redoutez la constitution d'une liste Gilets jaunes ? Parce que quand on regarde les sondages faits au jour d'aujourd'hui, s'il y a une liste Gilets jaunes, elle prend à deux partis principalement, au Rassemblement national et à la France insoumise, qui est très loin derrière vous. C'est quelque chose qu'il faut éviter ? D'abord, une première remarque, ça n'a rien à voir avec l'Europe. Je veux dire, une liste Gilets jaunes française, quand les parlementaires arriveraient au Parlement européen, dans quel groupe ils s'inscrivent ? Ça commence comme ça. Deuxièmement, je pense, je le répète, que la liste du Rassemblement national porte beaucoup de leurs revendications. Troisièmement, pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a du mal à se coordonner, à s'entendre entre eux. D'accord. C'est possible que les mouvements dits nationalistes, alors d'aucuns disent populistes, obtiennent la majorité au Parlement européen ? C'est possible et c'est une première. Et je pense que ce serait une bonne chose pour l'Europe. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là alors ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est pas la fin de l'Europe à ce moment-là ? Mais bien sûr que non, il faut arrêter. Je veux dire, attendez, l'Europe, vous savez, en 1981, on disait la Ve République va s'effondrer, les chars soviétiques, si Mitterrand arrive. Et puis finalement, je ne l'ai pas approuvé, mais bon, avec l'histoire, il n'a pas été si mauvais que ça, même si je critique beaucoup de points. Mais bon, voilà, si notre majorité arrivait, peut-être qu'on contrôlerait un peu mieux les frontières, peut-être qu'on réorienterait l'Europe en direction des citoyens, mais personne n'a envie d'effacer l'Europe de l'histoire. Combat commun avec Matteo Salvini, l'Italien ? Oui, combat commun avec Matteo Salvini. Je l'ai rencontré une fois, mais je ne le connais pas de manière intime. Vous approuvez son action ? Les Italiens approuvent. C'est les mieux placés pour juger, ils sont sur place. On est avec Thierry Mariani, qui figurera sur la liste du Rassemblement national aux européennes. Et on continue avec Julie Coulon-Profisi, qui va poser vos questions. Bonjour Julie. Bonjour Yves, bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Alors, on a beaucoup de réactions sur le chat du Figaro. Alors, une première qui est d'ordre plutôt pratique. Que signifie le symbole à la fin de votre pseudonyme sur Twitter, nous demande Josepha. Ah, c'est le... Alors, peut-être dire ce que c'est ce symbole. C'est un symbole... Oui, c'est le symbole des chrétiens d'Orient. D'accord. Puisque
comme d'autres. D'ailleurs, je me suis assez impliqué dans leur combat. Je suis allé en Syrie à plusieurs reprises. Oui, c'est pas récent, voilà. ça. Hein, voilà. Et donc, c'est le symbole des chrétiens d'Orient. Voilà. Vous avez même rencontré Assad. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Et ça vous a valu quelques critiques. Ça m'a valu quelques critiques, mais là, je vous fais un pari, c'est que dans quelques semaines ou dans quelques mois, on va bien être obligé de le rencontrer à nouveau, parce que tous les pays sont en train de se préparer à renouer le contact avec lui. Il a gagné la guerre. Il a gagné la guerre. Et il a éradiqué le terrorisme. D'accord. Alors, on a Spartiate qui nous dit « La droite conventionnelle n'existe plus depuis 40 ans ou presque. Le centre l'a peu à peu aspiré. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé, non pas au centre, mais plutôt à la droite de la droite ?» J'ai envie de dire à Spartiate que c'est un peu ce que je viens de dire. Voilà. À mon avis, le jour où on a créé l'UMP, ça a été le début des problèmes. C'est la faute originelle, ça? Oui, parce que je pense qu'en France, on a besoin d'un parti de droite et d'un parti du centre. Les deux sont tout aussi respectables. Moi, je me classe bien sûr dans le parti de droite. Mais le jour où on a fusionné droite et centre, et qu'en plus, à côté, on continuait à exister l'UDI, le MoDem, etc., ça faisait, si vous me permettez, dans le cocktail, beaucoup trop de centre et beaucoup moins de droite. À la sortie, on voit les résultats, c'est qu'on n'a jamais pu appliquer notre programme, parce qu'à chaque fois, il y avait des états d'âme de nos alliés centristes. Alors, Phil qui nous fait un constat et qui nous dit on veut nous faire croire que les Gilets jaunes sont apolitiques, que c'est un mouvement hors système. Rien de plus faux, ils veulent en vérité une dissolution de l'Assemblée nationale et une démission de Macron. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Sous-entendu, ils sont proches de vous, quoi. Je crois que les Gilets jaunes, d'abord, c'est la France qui a bossé, qui bosse, qui est... Voilà, et je crois surtout qu'ils veulent être écoutés. Après, il y a certainement des sympathisants du Rassemblement national, de la France insoumise, même, je pense, aussi des Républicains. Voilà. Non, sincèrement, je pense pas. Il n'y a pas de manœuvre politique. C'est trop spontané. Vous êtes allé à leur rencontre? J'ai essayé de discuter sur un rond-point à Bolène une fois. Et alors? Vous avez essayé, dites-vous? Oui, parce que les personnes étaient un peu isolées. Ce que j'ai retenu, mais ce que j'entendais aussi ailleurs, c'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Alors, autre question, autre sujet. Donc, c'est Lucie qui vous demande, faut-il selon vous condamner les auteurs de propos agressifs sur les réseaux sociaux et leur faire la chasse? Donc, je pense en référence avec ce qui s'est passé avec Marianne Schiappa. Schiappa ou les médias, enfin, il y a beaucoup d'agressivité. Je pense que tout ce qui porte des propos de haine, de racisme, de violence doit être condamné. Après, sur les réseaux sociaux, bon courage pour faire condamner. Parce qu'entre ceux qui ont un vrai nom, ceux qui s'appellent Petit Lapin ou ceux qui... Voilà, c'est... Voilà. C'est difficile. C'est très difficile. D'accord. Mais ce serait souhaitable. Ça serait souhaitable. Mais le problème, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on oblige les gens à s'identifier, etc. Enfin, c'est compliqué, quoi. Ouais. Mais ce serait souhaitable parce que je suis d'accord avec vous, sur les réseaux sociaux, il y a un déferlement de violence, d'agressivité, d'ailleurs, c'est pas nouveau, qui est de plus en plus fréquent et violent. Une question, justement, le rôle des médias dans ce conflit des Gilets jaunes, dans cette crise des Gilets jaunes, vous l'approuvez ou beaucoup le critiquent? La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de haine véhiculée contre des journalistes, ad nominem. Et certains se sont retournés vers Russia Today, parmi les Gilets jaunes, en disant c'est là que l'information est la mieux donnée. Vous êtes d'accord avec ça? Écoutez, moi je trouve que les médias font globalement leur boulot. J'étais tout à l'heure avec une équipe de BFM. Je constate que les Gilets jaunes leur en veulent à mort. Et je constate aussi, si j'écoute les rumeurs, qu'à l'Élysée on leur en veut à mort et qu'on envisage de changer les numéros de chaîne. C'est pas facile d'être politique en ce moment et c'est pas facile d'être un média. Voilà, je crois que chacun fait son boulot. Et aujourd'hui, je pense que les manifestations sont plutôt bien retransmises. D'accord. Alors, on a donc Robert qui nous fait un constat assez difficile. Il dit « Monsieur Mariani aimerait bien retrouver un siège de député. N'ayant pu se faire élire avec les Républicains, il tente sa chance avec le Rassemblement national. » Qu'est-ce que vous lui répondez? On va vous la faire, cette remarque. C'est la remarque qu'on me fait le plus souvent, et elle est logique. Elle est logique. Je répondrai à Robert, c'est ça? C'est ça. Je répondrai à Robert d'abord que j'ai toujours été dans ce courant d'idées. Voilà. Et quand on défend des idées, on veut qu'elles soient appliquées. Or, je fais le constat qu'elles ne peuvent pas être appliquées parce qu'on est dans une droite qui est assignée à domicile, qui refuse de changer d'alliance ou d'allié, etc. Et qu'en réalité, chaque fois, on trompe nos électeurs. Et je pense que sur les sujets primordiaux, c'est-à-dire les sujets primordiaux, même si c'est important, un taux de CSG, ça se change en 30 secondes avec un décret. Les sujets importants qui sont notre civilisation, qui compose la France, quelles sont nos valeurs et tout, aujourd'hui, j'ai l'impression et l'assurance qu'elles sont beaucoup mieux défendues au Rassemblement national. Vous avez la garantie d'être élu quasiment, là. Faudrait vraiment un accident industriel majeur. Ça voudra dire que la prochaine étape, c'est votre adhésion au Rassemblement national? Écoutez, ça veut dire que ma prochaine étape, c'est d'abord d'être avec mes nouveaux amis pour essayer, sur certains points, de voir comment on peut, aux prochaines élections, présenter un programme qui correspond à la France.
Et je ne sais pas si c'est la prochaine étape ou pas. Après, j'allais dire, soyons honnêtes, si je reste là-dedans pendant 3 ans, c'est une prochaine étape, c'est logique. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas de... J'ai jamais considéré que le Rassemblement national... Enfin, ces dernières années, j'ai jamais considéré que le Rassemblement national était à l'extrême droite. Pour moi, c'est un parti de droite qui reste... C'est quoi l'extrême droite? C'est un parti qui ne respecte pas la démocratie. Quand Marine Le Pen, elle perd les élections, elle avoue sa défaite, point final. Comme la quasi-totalité des partis français. C'est pas un parti raciste, xénophobe, antisémite? Il a peut-être été, il a même, je pense, été à une époque, aujourd'hui non. Oui. Aujourd'hui non. Ça vous pose pas de problème, ça? Tout à l'heure, on parlait de Jordan Bardella. Oui. Voilà, quand on me dit sur certains plateaux, ah oui, mais c'est ceux qui ont combattu, qui soutenaient l'OS. Franchement, Jordan Bardella, il était certainement, il est né 20 ans après, quoi. Voilà, donc faut arrêter. L'histoire des années 80, c'est pas le présent de 2019. Vous auriez pas été au Front National? Non, bien sûr que non, je l'ai combattu. Je l'ai combattu parce qu'à l'époque, il y avait quand même des idées différentes. Aujourd'hui, il y a aussi, je pense, une volonté d'assumer un jour les affaires, de présenter un programme qui est crédible. C'est un parti du gouvernement maintenant? Aujourd'hui, je pense que ça devient un parti du gouvernement. Je pense notamment que l'apport, par exemple, de quelqu'un comme Hervé Juvin et les équipes qui sont derrière lui... Qui est un économiste, pas très connu du grand public mais, encore. Qui est quelqu'un de vertébré, voilà. Qui a été conseiller de Raymond Barre. Voilà, tout à fait. Donc c'est un dangereux fasciste, bien sûr. Ouais. Et donc voilà, je pense que par exemple, l'arrivée de gens comme ça qui est sur la liste, c'est un bon point. Et tout l'enjeu, c'est de transformer ça en parti de gouvernement. Et quand je parlais tout à l'heure de Fréjus, c'est l'exemple type. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas contre l'Europe. De toute façon, personne n'est contre l'Europe. On est pour réorienter l'Europe. Et on peut le faire. C'était Thierry Mariani. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, y compris à celles des internautes que Julie Coulon-Profisi a relayées auprès de Thierry Mariani, notre invité d'aujourd'hui. Et puis à demain, si vous le voulez bien.